Président, bonjour. Bonjour à tous. Avant de commencer l'interrogatoire de ce témoin, la Chambre souhaiterait donner lecture d'une décision sur une requête d'interjeter appel. Décision 870, décision 870 qui a été transmise par la défense de M. Gbagbo le 24 avril 2017. Écriture 879. Le procureur a répondu le 28 avril 2017 avec une écriture numéro 897 indiquant que la requête ne donnait pas de questions qui puissent donner lieu à un appel et qu'elle devait faire l'objet d'un rejet. J'entends beaucoup de bruit dans mes oreilles, ce qui est très désagréable. Les interprètes confirment d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit de fond. Bien, je crois que maintenant ça va mieux. C'est un bruit qui vient du lieu de diffusion. Ça va un petit peu mieux. La défense de M. Gbagbo a soulevé 4 questions. La Chambre a commis une erreur en droit en ce qui concerne la première question. En fait, la deuxième question également, en indiquant, et je cite, qu'il n'y avait pas de différence significative entre une déposition orale de vive voix à la haie et une déposition de vive voix par le biais d'une liaison vidéo. La Chambre a commis une erreur en droit en partant de l'hypothèse pour sa décision que la déposition des témoins pertinents devait être plus courte que la déposition d'autres témoins. Troisième question, la Chambre a commis une erreur en droit en n'indiquant pas l'analyse de cas pour la déposition pertinente. Quatrième question, la Chambre rejette la requête de la défense étant donné qu'elle n'identifie pas de points qui pourraient faire l'objet d'appels découlant de sa décision. La Chambre note que pour l'essentiel, la requête reflète la structure et le fond de la requête de M. Gbagbo au fin d'interjeter appel. Première décision admettant la déposition par liaison vidéo, c'est-à-dire les écritures 733 et 721. La Chambre a rejeté la requête dans son écriture numéro 756. Ce qui est plus significatif, la première et la deuxième question sont fondées sur l'hypothèse que la Chambre a ignoré la différence entre la déposition viva voce et la déposition par transmission vidéo. Cette hypothèse interprète à tort la décision 870 où l'option liaison vidéo est envisagée dans le texte statutaire et analysée dans ses caractéristiques particulières, y compris le rappel et la confirmation de raisonnements juridiques indiqués dans des décisions précédentes, en particulier la numéro 721. En particulier, à la lumière du principe essentiel selon lequel la déposition par liaison vidéo ne peut pas résulter en un préjudice pour l'accusé, il semble significatif à cet égard que la défense n'a pas indiqué l'aspect spécifique ou l'incident ayant trait aux dépositions déjà entendues par liaison vidéo qui pourrait représenter un tel préjudice. Ils ne font référence qu'à un ou deux obstacles logistiques mineurs qui ne résultent pas dans un préjudice pour la défense. Ce qui est plus significatif, les amendements au calendrier du procès ont été apportés
en ce qui concerne la comparution viva voce de certains témoins. La troisième question soulevée se fonde sur une mauvaise interprétation de cette décision. La Chambre a réitéré qu'elle avait déjà entendu ce qui avait déjà été entendu dans sa troisième décision sur les transmissions vidéo. La longueur et la portée de la déposition n'est qu'un des facteurs nombreux à être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si la transmission vidéo est appropriée pour tel ou tel témoin. La troisième question est ceci, ont trait en particulier au bien-être, à la dignité et à la vie privée du témoin et à la nature de déposition directe de ce témoin. Tous ces facteurs interviennent lorsqu'il s'agit de peser la décision que prendra la Chambre, et ceci au cas par cas, en tenant en compte le principe essentiel de ne pas porter préjudice à l'accusé. Il n'est nulle part indiqué dans la décision que la Chambre fera un lien entre la durée attendue d'une déposition et son importance. Encore moins, la Chambre n'a déclaré que plus la déposition était courte, moins elle était importante. Enfin, la quatrième question est également fondée sur une caractérisation erronée de la décision. La Chambre a pris en considération les dépositions pertinentes et a décidé, à la lumière des principes et des critères visés dans cette décision, que la transmission vidéo était effectivement appropriée pour chacun des témoins. En outre, la requête ne fait pas mention d'un aspect spécifique des témoins pertinents ou de leur déposition attendue qui constituerait effectivement un obstacle à la transmission vidéo à la lumière des principes pertinents et qui aurait imposé à la Chambre d'arriver à une conclusion différente. En l'absence d'un motif pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'article 82.1d du statut, aucune analyse des exigences de la disposition n'est nécessaire. La Chambre demande aux parties de déposer des versions publiques expurgées de leurs écritures respectives et d'indiquer également, se corrige l'interprète, d'indiquer s'ils peuvent être reclassifiés en tant que documents publics d'ici lundi 8 mai 2017. Ceci conclut la décision orale de la Chambre. Nous allons maintenant prendre la déposition du témoin suivant, c'est-à-dire le témoin 436. Je vais m'adresser maintenant au lieu de transmission. Le président, bonjour. Je vais maintenant faire entrer le témoin, le greffier d'audience sur place. Je vais faire entrer le témoin. Le président, merci beaucoup. Ok, merci. So, good morning. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Good morning. Le président, bonjour. Nous allons commencer ce matin votre déposition
Et avant de commencer à vous poser des questions, les parties vont vous poser des questions ici à La Haye. Je dois vous donner quelques éléments d'information et régler un certain nombre de questions préliminaires. Premièrement, je dois vous permettre de vous identifier complètement. Je vais donc vous inviter à nous donner votre nom complet et la date et le lieu de votre naissance. Ok. Je suis Diomandé Adama. Je suis né le 18 6e 1964 à Sori Badougou, sous-préfecture à Coupé. In Côte d'Ivoire. Le président en Côte d'Ivoire. So you are an Ivorian. Le président. Donc vous êtes donc un citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Give us Le président. À quel groupe ethnique appartenez-vous et à quelle religion? Je suis du groupe Malinké, Maoka. Je suis musulman. Thank you. And what are you working? Merci. Et quel est votre emploi, votre travail? Je suis menuisier ébéniste. And Le président. Au moment de la crise, quel était votre emploi au moment de la crise? Au moment de la crise, j'exerçais la menuiserie. okay. Le président, très bien. Je dois maintenant vous donner quelques éléments d'information. Premièrement, nous allons tous vous appeler ici Monsieur le témoin, comme nous le faisons avec tous les autres témoins, bien que nous connaissions votre nom. Je vais ensuite vous inviter à parler lentement, parce que tout ce que vous dites va être interprété en anglais. Je vous inviterai donc à parler lentement, comme je le fais maintenant. Et avant de donner une réponse à une question, de bien vouloir attendre que cette question soit effectivement bien posée et qu'elle a été interprétée de manière à faciliter le travail des sténotypistes et des interprètes. Est-ce que cela est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez bien? If you go too fast, Le président, si vous allez trop vite ou si quelqu'un ici dans la salle d'audience parle trop vite, je vous inviterai à ralentir. Nous en arrivons maintenant à votre déposition. Vous savez bien évidemment que cette chambre a été instaurée pour juger l'affaire contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé et que vous êtes un témoin dans cette affaire, un témoin appelé par l'accusation. Et en tant que témoin, il faudrait que vous aidiez la Chambre à trouver la vérité. Par conséquent, votre seule et unique obligation, c'est de répondre aux questions qui vous sont posées en disant la vérité. I repeat, your own. Le témoin,
Je répète, votre seule obligation est de dire la vérité. Et pour cela, vous êtes tenu légalement de prononcer un serment. Je ne sais pas si vous avez le document nécessaire sous les yeux. Est-ce que vous l'avez? Sinon, je vous inviterai à répéter avec moi ce que je dis maintenant. Je déclare solennellement que je dirai la vérité toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. So thank you very much. Le président, merci beaucoup. The last Le dernier élément d'information que je dois vous donner est celui-ci. Ne pas dire la vérité, faire un faux témoignage est un délit devant cette cour. Et en tant que tel, cela est sanctionnable. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Très bien. So I think Le président, très bien. J'en ai terminé. Nous allons maintenant commencer l'interrogatoire, entendre vos réponses. Je donne la parole au bureau du procureur qui va commencer à vous interroger. Je vous en prie, le bureau du procureur. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Le bureau du procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi aussi. D'accord. Alors, je m'appelle Yasmine Chubin. On a eu l'occasion de se rencontrer vendredi dernier pendant la réunion de courtoisie. Et je ne vais pas répéter toutes les consignes de Monsieur le Président, sauf que vu qu'on se parle tous les deux en français, il va falloir qu'on fasse particulièrement attention à parler lentement. Ok, ça marche. Je vais rajouter une dernière consigne. Alors, aujourd'hui, mes questions vont se concentrer sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez vu, vous, personnellement. Ensuite, si j'ai besoin de demander des questions supplémentaires sur ce qui vous a été dit ou ce que vous avez appris, je vous poserai des questions supplémentaires. Mais au départ, on va se concentrer sur ce que vous avez vu vous-même. D'accord? D'accord. Est-ce correct que vous avez poursuivi vos études jusqu'à la classe du CM2 avant de faire un apprentissage de menuiserie? Oui. Alors en 2010, hors votre travail de menuisier, avez-vous eu des rôles particuliers au sein de la communauté? Oui. Quel rôle avez-vous eu? Je suis membre d'ONG, membre fondateur de l'ONG Solidarité 2000. Ça, c'était en 1990. Ensuite, je suis responsable politique de base
compte du Rassemblement des Républicains, RDR. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, je comprends que vous appartenez au parti politique du RDR. C'est bien ça. Avez-vous toujours été membre du RDR? Jusqu'à ce jour, oui. Et avant la formation du RDR, vous faisiez membre de quel parti politique? Je faisais partie du PDCI RDA d'abord. Ensuite, en 1990, j'ai opté pour le FPI en 1990. J'étais militant FPI. Jusqu'à 1994. En 1994, j'ai opté pour le RDR. Alors, je vais maintenant passer au sujet de la campagne électorale et des élections de 2010. OK. Avez-vous joué un rôle particulier pendant les élections? Oui. Alors, au premier tour, quel était votre rôle? Au premier tour, en 2010, j'étais secrétaire de section. J'étais secrétaire de section à Doucouré Nord. Et en tant que secrétaire de section, avez-vous des fonctions par rapport aux élections elles-mêmes? Oui. Quelles étaient ces fonctions? J'ai été superviseur mobile du district à Sonvon, lequel district contenait 5 lieux de vote. Donc, je tournais régulièrement dans les 5 lieux de vote pendant toute la journée. Et pendant le deuxième tour, Pendant le deuxième tour, j'ai été nommé directeur local de campagne du district à Sonvon. et pendant le deuxième tour, avez-vous eu des fonctions par rapport aux élections? Oui, j'étais le directeur local de campagne du district à Sonvon. Et pendant les deux tours des élections,
Y a-t-il eu des incidents par rapport aux élections que vous avez vécus ou vus personnellement? Au premier tour, il n'y a pas eu d'incident. Mais au second tour, le jour de scrutin, il y a eu des incidents à Sikoji 10, qui est un centre de vote. Et quel était cet incident? Aux environs de 18 heures, des hommes armés sont venus au centre de vote Sikoji 10 et ont tiré des coups de feu au centre Sikoji 10. Ils n'ont pas fait de blessés, mais ils ont pu arrêter 6 éléments de sécurité qu'on avait mis pour sécuriser les militants. Ils ont été transportés au central, à la police au plateau, et relâchés 10 jours après avec des séquelles de torture. Où se trouve le centre de vote Sikoji 10? Le centre de vote Sikoji 10 se trouve en venant du commissariat du 16e arrondissement pour venir vers Sagidiba. Arrivé au carrefour Sagidiba, on tourne à gauche et à environ 300 mètres se trouve l'école Sikoji 10 à gauche. Et c'est à Yopougon? Oui, c'est à Yopougon. Alors, cet incident que vous nous avez décrit, étiez-vous présent lorsqu'il est arrivé? Je n'étais pas sur place, mais j'ai entendu le coup de feu et le responsable à la sécurité est accouru pour venir nous trouver à notre QG pour nous dire qu'ils ont tiré sur nos éléments et qu'ils les ont emportés. Et où est votre QG? Notre QG se trouve à environ 300 mètres dans le quartier Sojefia 6. Sojefia Kouté, on l'appelle. Quand vous dites à environ 300 mètres, vous voulez dire à environ 300 mètres d'où? De Sikoji 10 au QG. La distance fait environ 300 mètres, mais c'est à l'intérieur du quartier. Et ces hommes armés qui sont venus au centre de vote, avez-vous pris connaissance de qui c'était? Bon, il y en a qui étaient en treillis, d'après le responsable à la sécurité, et il y en a qui étaient en civil.
ceux qui étaient en civil avaient des pistolets et ceux qui étaient en tenue avaient des kalachnikovs. Êtes-vous en mesure de nous dire qui était ce responsable de sécurité? Oui, c'est Abu Daoui. Alors, je vais maintenant passer à un autre sujet. Juste avant les élections de 2010-2011, avez-vous entendu parler de miliciens? Oui, j'en ai entendu parler. Je les voyais tous les jours. Alors, avant les élections, quand avez-vous commencé à voir ces miliciens? Bon, je n'ai pas la date précise à laquelle j'ai commencé à les voir, mais à l'approche des élections, on les voyait courir comme des soldats par groupe sur le boulevard principal, allant de Siporex à Sagriba. Alors, vous avez dit que c'était à l'approche des élections. Oui, Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant l'annonce du scrutin ou après l'annonce du scrutin? avant, longtemps avant. Vous souvenez-vous s'ils avaient un chef? Oui, Qui était-ce? celui qui les recrutait était en face du quartier de Kouré, à Yaosi. Je l'ai connu sous le nom de Kobri. Connaissiez-vous son autre nom, son nom complet? Non, Alors, qui est Kobri? Kobri, c'est un jeune BT qui était par le passé secrétaire général ou bien le président du marché, la SICOJ. C'est ainsi que je l'ai connu. Et après, il a commencé à recenser les miliciens. Ce n'était pas en cachette. Alors, depuis quand vous le connaissiez, Kobri? Je le connais depuis les années 95. Depuis les années 95, on a fait des activités politiques ensemble. Quel genre d'activité politique avez-vous fait ensemble? En ce moment, le FPI et le RDR étaient en jumelage et on a fait ensemble le boycott actif. Puis on faisait des réunions ensemble. Et en 2010, Kobri appartenait-il à un parti politique?
Oui. Pouvez-vous nous dire quel parti? Il était militant FPI. Et avait-il un rôle particulier en tant que militant du FPI? J'ai dit oui parce qu'il recensait les miliciens. C'est lui qui les partageait les t-shirts d'entraînement. Quand vous dites qu'il recensait des miliciens, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, les jeunes gens qu'il recrutait, c'est eux qu'on voyait courir sur le long du boulevard et partaient s'entraîner au bord de la lagune. Et ils revenaient, à leur retour, ils partaient chez lui avant de se séparer. Alors on va prendre ça en ordre. Quand vous dites qu'il les recensait, comment le saviez-vous? La maison de Kobri n'est pas loin du boulevard principal. Donc, de chez lui, on pouvait voir, quand on est sur la route, on pouvait voir ce qui se passait chez lui. Et même, il y a des jeunes gens qui habitaient le quartier Doucouré qui se sont fait enrôler chez lui là-bas. Et les jeunes de Yaoussi et de Doucouré se connaissent, jouent ensemble au ballon, vont maquiller ensemble. Donc ils se connaissent. Celui qui va se faire enrôler, automatiquement, tout le monde est au courant. Et nous, on a une plateforme où on se retrouve, qu'on appelle communément au grain. C'est là que on recevait toutes les informations. Alors vous nous avez dit que Kobri n'habitait pas loin du boulevard principal. Êtes-vous en mesure de nous dire à quelle distance il habitait du boulevard principal? Environ 30 à 40 mètres du boulevard principal. Et vous avez dit que vous pouviez voir ce qui se passait chez lui. Oui. Pouvez-vous décrire à la cour ce que vous voyez chez lui? Oui, on voyait les jeunes pour s'inscrire, ils se mettaient en rang, et il y a une table devant, quelqu'un est assis, vous venez avec votre pièce d'identité, plus, je crois, 2 photos d'identité, la photocopie de la pièce d'identité, et on vous inscrivait dans un registre. Ensuite, on vous mettait par groupe et on vous distribuait des t-shirts de couleurs différentes, bien sûr.
Combien de jeunes voyez-vous s'inscrire chez Cobry dans une journée moyenne? Bon, je ne peux pas donner des chiffres exacts, mais on voyait les jeunes, en tout cas en quantité, se faire recenser. Je ne peux pas dire combien de personnes se recensaient par jour. Moi, je ne pouvais pas venir là-bas, puisque Cobry, il sait que moi, je ne suis pas FPI, donc je n'étais pas le bienvenu. Alors, vous nous avez dit qu'après les entraînements, les jeunes retournaient chez lui, au retour. Qu'est-ce qu'ils allaient faire chez lui? Bon, on les voyait, il y en a qui vont s'asseoir, vont se reposer et puis commencer à rentrer à la maison régulièrement. Il y en a même qui venaient chez moi à la maison, parce que moi-même, je n'habite pas loin du boulevard principal. Madame fait du jus de fruits et de l'eau glacée. Et il y en a qui venaient se désaltérer à la maison. Entraient même dans ma cour pour acheter de l'eau glacée pour boire. Alors, vous nous avez parlé de l'entraînement de ces jeunes. Et à part la lagune, où est-ce qu'ils s'entraînaient? Il y a des terrains de football un peu partout à travers la commune de Yopougon. En tout cas, je les ai vus s'entraîner à Niangon. Il y a 2 stades d'entraînement à Niangon. À Sojefia et puis à Niangon, après l'hôtel Timothée, à Niangon à gauche. Je les ai vus s'entraîner là-bas. Je les ai vus s'entraîner au stade de Figayo, au stade de Saint-André. Je les ai vus s'entraîner là-bas. Et quand ils s'entraînaient, combien de jeunes y avait-il? Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais ils étaient beaucoup. Êtes-vous en mesure de nous dire qui les entraînait? Bon, sur le stade, c'est des passages en véhicule que je voyais de loin. Je ne sais pas qui les entraînait sur les stades, mais sur le boulevard principal, je voyais souvent Zabayou. Je voyais M. Zabayou devant eux en train de faire des gymnastiques qu'eux répétaient après lui. Et qui est M. Zach Bayou? M. Zabayou, je ne le connais pas personnellement. Je le voyais entraîner les jeunes gens. Il y a sa fille qui venait régulièrement
au quartier Doucouré, voir un jeune homme. C'étaient des amis, sortaient ensemble. Lui s'appelle Diallo Adama. C'est lui qui m'a donné le nom de M. Zagbayou. Je sais que vous avez dit que vous ne le connaissiez pas personnellement, Monsieur Zagbayou. Est-ce que si vous voyez une image de Zagbayou, est-ce que vous pensez être en mesure de le reconnaître? Bon, je ne suis pas sûr parce que je sais que c'est un grand monsieur de teint clair. On n'a pas eu à causer. Je ne l'ai pas approché à au moins 2 mètres ou à 1 mètre pour mieux voir son visage. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire les entraînements que vous voyez sur le boulevard principal? Oui, généralement, les jeunes gens couraient à petite foulée en chantant comme des soldats. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Bon, ils avaient plusieurs chansons. Souvent, ils chantaient Libérer Yopougon de Gbagbo. Ils chantaient ça. Ils chantaient On ne veut pas de Mossi dans notre pays. Souvent, ils chantaient On est zinzin dans la tête. C'était ces genres de chansons. Et à part ces jeunes, avez-vous remarqué d'autres gens aller chez Cobry? Oui. J'ai vu des chefs militaires aller chez Cobry. Quand nous sommes sur notre plateforme, on voit les gens qui rentrent chez Cobry et qui en ressortent. J'ai vu feu le général Mathias Toué venir chez Cobry. J'ai vu l'ambassadeur, j'oublie son nom, il est de Yopougon Kouté. Lui, il était chef d'état-major. Après Mathias Toué, c'est lui qui était chef d'état-major. Lui aussi venait, je l'ai vu venir chez lui. Est-ce que vous parlez du chef d'état-major Mangou? Oui. Et à part les chefs militaires, avez-vous remarqué d'autres personnes? Oui, il y a des gens qui étaient au quartier de Doucouré, qui venaient chez lui, notamment Landry, qui était frigoriste
au quartier de Doucouré. Il y avait Zao qui venait chez lui. Il y avait le secrétaire général du quartier, un doyen qui venait chez lui aussi. Alors, quand vous avez dit que vous voyez ça de votre plateforme, vous étiez sur notre plateforme, elle est où votre plateforme? La plateforme est en bordure du boulevard principal. Et où est votre maison par rapport à la plateforme? Ma maison est environ 60 mètres, de la plateforme. Ma maison se situe entre la plateforme et le caniveau qui sépare la Sikoji du quartier Doucouré. Alors, de chez vous, est-ce que vous pouvez voir la maison de Kobri ou est-ce que vous la voyez seulement de cette plateforme? Pour voir la maison de Kobri, il faut que je me déplace un peu pour venir au bord de la route. Même de la plateforme, il faut bouger, il faut faire un mouvement un peu vers le boulevard principal. Parce qu'il y a juste une école à côté. Et alors, vous nous avez dit que vous voyez des chefs militaires chez Kobri et vous nous avez donné les noms de Doué et Mangou. Y avait-il d'autres chefs militaires? Bon, il y a des militaires qui venaient, mais eux, je n'ai pas connu leur nom. Et à part les chefs militaires? Êtes-vous en mesure de nous dire quand vous aviez vu Mathias Doué et Mangou chez Kobri? Je ne me souviens pas, mais c'était pendant la crise post-électorale. Et avant les élections, ils sont venus. Et pendant la crise, ils sont venus. Parce que Mangou est venu environ 2 à 3 fois. Mathias Doué, pareil, environ. Alors, je vais passer à un autre sujet. Ok. Alors, je vais passer à la journée du 25 février 2011. Et là, je vais vous répéter ma consigne de tout à l'heure, que je voudrais qu'on se concentre sur ce que vous avez vu, vous, personnellement.
Alors, vous souvenez-vous de cette journée? Très bien. Où étiez-vous le matin du 25 février 2011, pardon. Le matin, c'était un vendredi. Je ne suis pas sorti du quartier. Quand je suis... Parce que chaque matin, on vient à notre grain, aux environs de 9 heures par là. On a vu des attroupements. On a vu des attroupements sur le boulevard principal du côté du commissariat et du côté de Sagdiba. Donc pour cela, on n'est pas sorti du quartier. Alors, où est votre grain? Le grain c'est notre plateforme qu'on appelle grain. C'est non loin du boulevard principal. Alors, c'est à combien de distance du boulevard principal? Environ 30 mètres. Alors, vous nous avez dit que vous avez vu 2 attroupements pendant que vous étiez à la plateforme qui est votre grain. Pouvez-vous les décrire, s'il vous plaît? Oui, on les voyait à environ 150, 200 mètres. On ne pouvait pas identifier les personnes dans les groupes de personnes, mais on apercevait quand même des personnes aux 2 côtés du quartier d'Oukouré, c'est-à-dire derrière le commissariat et au carrefour Sagdiba. Alors, une fois que vous avez observé ces 2 groupes, qu'avez-vous fait? Bon, comme c'était vendredi, tous les vendredis, à l'heure de la prière, on partait tous à la mosquée, jeunes et vieux. On a donc fait passer le message à tout le monde de ne pas rentrer dans la mosquée tant que ces 2 groupes sont là, de peur de ne pas être surpris dans la mosquée, on sera vulnérable. Et vous parlez de quelle prière du vendredi? C'est la grande prière de vendredi qu'on fait à 13 heures. Alors, au lieu d'aller à la mosquée, qu'avez-vous fait? On est resté dans le quartier. Notre plateforme était... Il y avait beaucoup de personnes. Les gens venaient se renseigner. Nous, on n'avait pas d'informations au sujet des attroupements. Seulement, on a essayé de faire attention. On a dit à tout le monde de rester serein, de ne pas sortir du quartier, de ne pas aller à la mosquée.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, Pour vous, personnellement? pour moi personnellement, je suis resté avec tout le monde dans le quartier jusqu'à midi. À midi, les vendredis à midi, le muezzin appelle la prière pour que les musulmans se préparent pour venir à la mosquée, puisqu'il y a un sermon. De midi 30 à 13 heures, avant l'arrivée de l'imam, l'imam vient à midi 45 par là, il y a un pré-sermon, et l'imam vient à midi à 13h moins le quart pour faire le sermon, et à 13h00, la prière commence. Quand le muezzin a appelé la prière à midi, j'ai vu que les foules qui étaient sur le boulevard principal des deux côtés du quartier Doucouré ont commencé à faire mouvement pour venir vers le quartier Doucouré. On est resté là. En fait, je parle de moi puisque je n'étais pas seul. On est resté là. Ils ont dépassé le pont qui est entre le quartier Doucouré et le commissariat du 16e arrondissement. À la rentrée du quartier Doucouré, il y avait un panneau à l'effigie du président Alassane Ouattara. Ils ont commencé à jeter des pierres d'abord sur le panneau. Après, la foule est venue secouer le panneau, faire tomber le panneau. Ils ont déchiré l'effigie du président Ouattara qui était sur le panneau. J'étais là. J'ai toujours dit aux jeunes gens de rester tranquilles parce qu'on n'est pas attaqué. Après, quand le panneau était tombé, ils ont commencé maintenant à jeter des pierres sur nous dans le quartier. Qui a commencé à jeter des pierres? La foule qui est venue du côté du commissariat. Ils ont commencé à jeter des pierres sur nous dans le quartier. C'est ainsi que les habitants du quartier Doucouré, eux aussi, ont commencé à prendre des pierres pour riposter. C'est de là qu'est parti l'affrontement. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait quand les jeunes ont commencé à riposter? J'ai tenté de calmer. Parce que quand ils ont lancé les cailloux, ça a été de courte durée. Quand les jeunes du quartier Doucouré ont commencé à riposter, puisque eux, ils étaient derrière les maisons, ils étaient cachés. Quand ils faisaient les grands bruits, les autres étaient sur le boulevard principal. Ils ont replié. La population du quartier Doucouré est sortie sur le boulevard principal. Maintenant, les quelques jeunes qui venaient, moi j'ai essayé d'intervenir pour leur dire il n'est pas bon de se battre entre nous. J'ai essayé de calmer le jeu, mais je n'ai pas pu parce que le groupe qui est venu du côté du commissariat ne voulait vraiment rien comprendre. Il y a un des petits même qui m'a dit
que nos parents sont en train de tuer leurs parents au nord et à Bobo. Donc, ils ne sont pas prêts pour nous. C'est ainsi que les jets de pierre ont repris, mais on les a repoussés. Ils sont allés du côté du commissariat, l'autre groupe est parti du côté de Sagdiba. La police est intervenue. La police est intervenue pour nous dire de calmer. Ce que nous avons fait. Alors, je vais vous poser quelques questions de clarification sur ce que vous venez de décrire. Oui. Alors, la foule, le groupe qui est venu du commissariat dont vous nous avez parlé, étaient-ce des civils ou étaient-ils en uniforme? C'était des civils. Dans un premier temps, c'était des civils. Monsieur le Président. Maître Altit? Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon, consoeur, de vous avoir interrompu. Vous avez posé la question, page 23 du transcrit français, ligne 13. Je cite votre question, la foule. Alors la foule, le groupe qui est venu du commissariat, dont vous nous avez parlé. Le témoin n'a pas parlé d'un groupe qui serait venu du commissariat, il a dit le contraire exactement, il a dit un groupe qui est allé vers le commissariat. Donc la question l'a induit en erreur et probablement faudrait-il la lui reposer de façon à ce qu'elle reflète ce qu'il a pu dire auparavant. Let's ask the witness what. Le président, revenons vers le témoin pour qu'il répète ce qu'il a dit précédemment. Cette foule, ce groupe de gens, est-ce qu'ils venaient du commissariat ou est-ce qu'ils allaient vers le commissariat? Vous me posez la question? Yes, Mr. Le président, oui, c'était une question qui s'adressait à vous, monsieur le témoin. Ok. J'ai dit que le matin, on a vu une foule derrière le commissariat, sur le boulevard principal, bien sûr, parce qu'après le commissariat, il y a 2 parlements. Donc c'est au niveau de ces parlements-là, juste après la clôture du commissariat, il y a un parlement. Et derrière la pharmacie Wakoué, il y avait un parlement. Donc c'est à ce niveau-là que la route était coupée par la foule. Et c'est de là-bas que la foule est venue. À leur passage, ils ont dépassé le commissariat pour venir vers le quartier Doucouré et venir même au quartier Doucouré. Quand les jeunes sont sortis pour les repousser du quartier Doucouré, ils se sont retournés vers le commissariat pour aller prendre leur position initiale qui est derrière le commissariat. C'est ce que je voulais dire. Okay, thank you. I think Le that. président, merci, je crois que c'est clair. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question sur la manière dont ils étaient habillés et s'il s'agissait de civils ou de militaires? Comment étaient-ils habillés s'ils étaient des militaires? Ils étaient habillés en civil. Yes, but you said before. Le président, parce que précédemment, vous avez dit au début, il y avait des civils.
Et puis ensuite, You said vous avez dit, au début, il y avait des civils. Il y avait des civils. Page 26, ligne 14, dans la version anglaise. Mais quand vous dites au début, to begin with, la traduction anglaise, qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre après ce début ou non? Je ne comprends pas bien. the question. Le président. Le bureau du procureur vous a posé une question qui était la suivante. Est-ce que la foule était constituée de civils ou bien est-ce qu'il y avait des gens dans ce groupe qui avaient des uniformes? Et vous avez répondu, il y avait des civils au début. Qu'est-ce que cela signifie exactement au début? J'ai dit au début parce que par la suite, la police a intervenu. Au départ, la police n'était pas là. Mais quand on a repoussé, quand les jeunes gens ont repoussé la foule qui est venue, c'est là que la police est sortie pour nous dire de rentrer et que la foule passait, qui n'avait rien à voir avec les habitants du quartier d'Oukouré. C'est ce que nous avons fait. Là, la police n'a pas intervenu. Quand la foule a commencé à passer, en ce moment, nous, on n'était plus sur la route. Ils ont recommencé à jeter des pierres, voulant casser les magasins, parce que sur toute la longueur presque du quartier d'Oukouré, ce sont des magasins qui sont au bord du boulevard principal. Quand on a vu qu'ils avaient l'intention, ils avaient commencé même à casser les portes des magasins, les gens sont ressortis pour les chasser. Quand ils sont repartis, la police, c'est en ce moment-là que la police est sortie pour lancer des gaz lacrymogènes pour nous disperser. Ensuite, on est rentré, puisqu'il y avait les gaz lacrymogènes, on est rentré, la foule est revenue, ils ont cassé tous les magasins au bord du boulevard, vidé tous les magasins. Quand ils ont fini les magasins, puisqu'il y a des habitations juste derrière les magasins, ils ont essayé de rentrer dans ces maisons qui sont juste derrière. Puisque de notre position, on les voyait à l'extrémité des rues, on est ressorti avec des pierres pour les ramener à leur point de départ, c'est-à-dire derrière le commissariat et au carrefour Sagriba. C'est ensuite que quelques instants plus tard, on a vu une colonne de 4x4 venant de derrière la foule, c'est-à-dire vers le CP1, se dirigeant au commissariat. Arrivé au niveau du commissariat, les 4x4 sont rentrés dans la cour
de la police. Les gens scandaient général, général, général. En ce moment-là, c'est Charles Blé Goudé que tout le monde appelait général. Quand on a entendu général, 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 à côté du cortège, il y a un groupe qui courait. On a tout de suite compris que c'était Blé Goudé qui venait. Avant ça, j'ai vu, avant l'arrivée de Blé Goudé au commissariat, j'ai vu le jeune Bagayoko Lassina qui est sorti de la foule parce que entre nous, on était juste après le pont le pont du 16e, c'est-à-dire au quartier d'Oukouré. De là, on voyait devant la police parce que c'est pas loin. On a vu quelqu'un sortir de la foule et qui a été interpellé. Il a fui pour entrer au commissariat. Les policiers lui ont repoussé dehors. Et la foule s'est ruée sur lui avec des coups de cailloux, de poids. Ils l'ont fait tomber. Ils ont mis des pneus sur lui. Ils ont mis le feu. Quand Blé Goudé rentrait au commissariat, le jeune homme était en train de brûler. Quand il est sorti, ça n'a pas fait 5 minutes. La police est sortie en tirant des tirs de sommation, en marchant pour venir vers le quartier d'Oukouré. Ils ont tiré jusqu'à arriver au niveau du pont. Il y a un policier qui s'est retourné pour aller prendre des grenades offensives. Quand il a envoyé les grenades, il a lancé une grenade qui est tombée devant une victime qui est Timité Boaké. Lui, il était allé chercher une table. On voulait en fait barrer la route pour ne plus que les gens passent, pour mettre fin au conflit. Et la grenade est tombée devant Timité. Il n'avait pas encore déposé la table. La grenade a explosé. Dieu merci, les fragments, c'est dans la table que les fragments sont rentrés. Mais comme la table était un peu soulevée, les fragments sont rentrés dans ses tibias. Et il a eu des fragments au niveau de son visage. Mais Dieu merci, ça n'a pas fait trop de dégâts, il est tombé. Juste à sa gauche se trouvait un jeune homme, Bakayoko Siaka. Lui n'était pas protégé par la table. Les fragments sont rentrés. Donc les deux sont tombés. Les gens sont venus les prendre pour rentrer dans le quartier. Bakayoko Siaka est décédé environ 15 minutes après. Timité, on l'a envoyé dans une clinique pour le soigner. On a fui, on est rentré. À cause des grenades, on est rentré et ils ont lancé une troisième grenade qui n'a pas explosé. On est rentré. Madame Prosecutor. Le président, Madame le procureur. Sur la réponse que vous venez de donner.
Alors, quand vous avez vu les 4x4, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu M. Charles Blé Godet? Non. Quand vous nous avez parlé des policiers, combien de policiers avez-vous vu ce jour-là? Dans l'effet de l'action, je ne saurais dire exactement combien de policiers, mais quand les policiers sont sortis, il y a, je crois, 4, peut-être je n'ai pas le chiffre exact, qui venaient, ceux qui avaient le calache, et d'autres étaient sur les bas-côtés de la route. Ils avançaient. Je ne saurais dire exactement combien de policiers, parce qu'on était dans une situation qu'on ne peut pas décrire. Donc, je n'ai pas pu compter. Je n'avais même pas le temps. Et est-ce que vous avez eu le temps de voir s'ils étaient en uniforme ou en tenue civile? Oui, ils étaient en tenue policier. Et, et de quelle couleur était leur tenue de policier? C'est le tenue vert de la police. Et à quel moment avez-vous quitté le boulevard principal? J'ai quitté le boulevard principal aux environs de 16 heures. Aux environs de 16 heures. Il faut dire que quand ils ont lancé la troisième grenade qui n'a pas explosé, on est rentré. Après ça, nous sommes ressortis. Mais avant que nous sortons, la police, voulant nous chasser pour aller à l'intérieur du quartier, a lancé des lacrymogènes, des gaz lacrymogènes partout dans le quartier, lesquels gaz lacrymogènes ont fait une victime en la personne de Bagayoko Salmata. Bagayoko Salmata qui a reçu un projectile dans le dos, qui a blessé sa colonne vertébrale. Elle est tombée, elle a respiré le gaz lacrymogène, elle a suffoqué sur le champ. Ensuite, quand ils ont cassé les maisons, nous sommes ressortis pour arrêter les pillages. C'est ainsi que j'ai vu la grenade qui n'a pas explosé. Pour une fois encore, la police est ressortie pour encore lancer 2 autres grenades. Et ils ont repris, la police est encore revenue au quartier d'Oukouré. En ce moment-là, ils ont commencé à tirer à balles réelles sur les gens dans le quartier. C'est-à-dire, ils arrivent dans un couloir qu'ils voient des personnes. Au bout du couloir, ils tiraient sur les gens. Ce jour-là, il y a eu 12 décès. Monsieur le Président, je vois que l'heure de la pause est arrivée.
Je voudrais vous demander un éclaircissement au sujet d'une réponse que vous avez donnée précédemment, quelque chose qui a été dit précédemment. Je fais référence à la transcription anglaise, page 30, lignes 11 à 21. Vous avez dit que avant que Blé Goudé, ou plutôt ce que vous appelez le général, avant que le convoi n'arrive, vous avez dit avant cela, j'avais vu, avant que Blé Goudé n'arrive au commissariat de police, j'avais vu certains jeunes, j'avais vu les jeunes hommes sortir de la foule. Vous voyez, nous étions situés après le pont, au 16e, dans le quartier de Doucouré. Et de là, nous avons pu voir ce qui se passait en face du commissariat de police. Ça n'était pas loin. Nous avons vu quelqu'un sortir de la foule qui a été arrêté. Il s'est enfui, je dirais, dans le commissariat de police. Les policiers l'ont repoussé dehors et la foule s'est attaquée à lui avec des bâtons et des pierres. Ensuite, ils lui ont placé des pneus sur lui et ils l'ont mis à feu. Alors ma question, quelle est la distance, premièrement? Vous avez dit que vous l'aviez vu de vos propres yeux personnellement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez vu personnellement? When you say we, Le président, lorsque vous dites nous, vous voulez dire vous-même et d'autres personnes. Qui sont ces autres personnes dont vous parlez? Je parle de moi. En fait, je connais le nom de quelques personnes, pas tout le monde parce qu'on était beaucoup sur la route. Il y avait moi, il y avait Timité Boaké qui est blessé, il y avait Bakayoko Siaka, il y avait Berté Siaka qui a pour surnom Dougutigi. On était beaucoup. Il y avait Fofana Ibrahima, il y avait Diallo Adama. okay. On était beaucoup. And that, Le président, très bien, d'accord. Et d'autres. Quelle était la distance entre l'endroit où vous vous trouviez et l'endroit où les événements se sont produits, c'est-à-dire cette personne qui s'est vue mise à feu? Bon, je n'ai pas mesuré la distance, mais on peut dire que c'est entre 100 et 150 mètres environ. okay, thank you. Le président, très bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire une pause et nous reviendrons dans une demi-heure pour la deuxième séance de la matinée. Merci beaucoup. L'audience est suspendue.